Alors depuis la crise économique qui a succédé à la crise Lehman, on a bien vu un retour de la confiance globalement sur les marchés, notamment grâce aux actions non conventionnelles des banques centrales, mais on n'a pas vu de retour de confiance des CEO, des dirigeants d'entreprise. Concrètement, ça s'est traduit par quoi ? Peu de fusions-acquisitions, ils préféraient payer des gros dividendes à leurs actionnaires, voire faire des gros rachats d'actions. Ces derniers, d'ailleurs, sont revenus sur des niveaux records, ceux de 2006-2007, donc des niveaux très très élevés. Alors, depuis fin 2013, on observe un retour de cette confiance tant attendue. Et alors ça se retrouve directement dans les volumes depuis le début de l'année, depuis les 4 premiers mois de l'année 2014, avec une augmentation de plus de 50% en Europe, 24% aux États-Unis, donc la zone la plus active, et 80% en Asie. Alors, il y a d'un côté les volumes, mais il y a aussi deux facteurs très importants qui montrent leur prise de cette confiance. C'est d'abord le retour des méga-deals, des très grosses opérations, d'opérations ambitieuses, aux États-Unis. Alors on va citer Time Warner, 68 milliards, on va citer Allergan ou Forest Laboratories, mais surtout, et ça c'est la grosse surprise, en Europe, avec notamment Scania, Zygo, Holcim Lafarge. Vous voyez vraiment des opérations nombreuses dans des secteurs diversifiés. On observe un changement dans la typologie des fusions-acquisitions depuis la reprise que l'on observe cette année. Alors, on a moins de fusions défensives, on a plus de grosses fusions, et alors on a des fusions qui sont tournées vers le défi à relever qu'ont aujourd'hui les dirigeants d'entreprise, qui est la croissance des revenus futurs, dans un contexte où la croissance organique est faible à modérée. Alors, on retrouve plusieurs typologie de fusion-acquisition pour répondre à ce défi. D'abord, la réorganisation géographique. Typiquement, Lafarge-Holcim qui fusionne pour se réorganiser autour de zones de croissance, notamment les pays émergents. On a aussi la réorganisation et la diversification du portefeuille d'activités. Là, on va citer Sanofi, qui a cédé sa partie santé animale et vaccins pour acquérir auprès de GSK un portefeuille d'oncologie avec plus de croissance. Nous avons des thématiques d'optimisation fiscale. Alors, de deux types, ce qu'on appelle les techniques de l'inversion, c'est-à-dire qu'on va profiter d'une fusion-acquisition pour changer son siège social et le relocaliser sur une zone géographique où on paye moins d'impôts. Alors là, on va parler de Pfizer sur AstraZeneca, donc un Américain sur un Anglais. La thématique est évidente. Bon, la fusion n'est pas encore complètement officielle, mais c'est vraiment une grosse économie fiscale que ferait alors Pfizer en mettant son siège en Angleterre. Autre type d'optimisation fiscale, il y a l'utilisation des réserves de cash, des réserves de sociétés américaines à l'étranger. Pour des raisons fiscales, elles ne souhaitent pas rapatrier cet argent et préfèrent le dépenser en faisant des fusions-acquisitions, notamment en Europe. Alors, on va vous donner l'exemple de General Electric qui dispose de 90 milliards de réserves à l'étranger et on va utiliser 17 milliards d'euros pour tenter de racheter la partie énergie d'Alstom. Enfin, encore une thématique qu'on voit beaucoup, il y a une réelle différence entre les valorisations américaines et les valorisations notamment européennes. Donc on voit de plus en plus d'opérations transfrontalières de sociétés américaines sur des sociétés européennes. Je voudrais juste vous situer, parce que je crois que je n'en ai pas encore parlé, le rachat de Zygo par Liberty Media. Les opérations de M&A font aujourd'hui la une de tous les journaux, font le buzz sur les réseaux sociaux. On peut se demander, est-ce que la thématique, elle n'est déjà pas surjouée? Est-ce que ce n'est pas déjà trop tard? Alors j'ai envie, moi, de vous rassurer et de vous dire non. Si on se concentre sur les États-Unis, qui sont la zone la plus active et la plus importante, et on comprend le volume des fusions-acquisitions annoncées en 2013, ça représente 2,6% de la capitalisation boursière du S&P 500. Alors si on prend les deux dernières bulles, 98 c'était 14%, 2008 c'était 8%, donc vous voyez on est très très loin d'être revenu sur des niveaux de haut de cycle. Les fusions-acquisitions, on en annonce tous les jours des nouvelles, donc je vous invite à nous suivre quotidiennement sur notre compte Twitter.